Débuter. Je me présente, Tania Saba, je suis titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance à l'Université de Montréal, professeure. Je m'adresse à vous aujourd'hui comme directrice générale par intérim de l'Obvia, donc en remplacement de Lise Langlois, qui est quelques mois à Séoul, justement pour travailler sur des questions d'impact sociaux de l'intelligence artificielle. Alors, juste quelques mots pour vous dire que c'est un immense privilège d'être accueilli par le MILA et merci à Joshua Bengio d'avoir accepté l'invitation de se joindre à cette importante activité donc organisée par l'Obvia aujourd'hui. Je pense que je ne me mettrai certainement pas à présenter le professeur Bengio, juste de dire que c'est une des voix les plus lucides et les plus engagées sur les impacts sociaux, éthiques et humains. Donc, nous sommes très reconnaissants qu'il s'adresse aujourd'hui à nous, qu'il prenne le temps d'être avec nous aujourd'hui. Son expertise est au service d'une même ambition de celle de l'Obvia, comprendre et prévenir les risques liés à l'IA, tout en construisant avec rigueur et humanité une gouvernance mondiale fondée sur la transparence, la justice et la responsabilité collective. Je remercie infiniment nos collègues Emmanuel Marceau et Hazar Haïdar, qui sont co-responsables de l'axe éthique, gouvernance et démocratie de l'Obvia. En fait, toutes les deux sont arrivées nouvellement et je pense qu'elles marquent par un coup de maître, n'est-ce pas, le lancement de leur arrivée donc à la direction de cet axe-là. Donc, merci encore à l'équipe du MILA et merci à l'équipe de l'Obvia pour leur précieuse collaboration et leur soutien pour réaliser cet événement. Merci. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Tania. Merci. Je m'appelle Hazar Haïdar. Je suis co-responsable de l'axe éthique, gouvernance et démocratie de l'Obvia. Merci d'être parmi nous aujourd'hui et bienvenue à cette conférence présentée par Joshua Bengio, comme vous le savez, une figure mondiale de l'IA, que nous remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme vous le voyez, le contenu de cette conférence va soulever des enjeux qui dépassent les cercles scientifiques ou technologiques et concernent tout le monde, chacun d'entre nous, mais aussi tous les pays. Un petit rappel que cette conférence va être divisée en 3 moments. La première, c'est une présentation de 45 minutes par Joshua. Ensuite, une partie de discussion avec Emmanuel et moi-même, avant d'ouvrir la discussion et le dialogue avec l'audience. Sans plus tarder, je donne la parole à Joshua. Merci. Merci pour cette opportunité d'avoir un échange avec vous. Donc, oui, je vais parler de certains des risques de l'IA. Il y en a beaucoup d'autres. Si vous ne reconnaissez pas ceux qui vous intéressent dans la liste, sachez que j'ai à cœur tous les risques et que je dirige un panel international qui va peut-être être mentionné dans mes slides, qui essaie de couvrir un petit peu tout ce qui se passe. J'ai été aussi impliqué, donc le panel, le rapport international sur la sécurité de l'IA, et je suis aussi impliqué dans les discussions pour créer un panel encore plus large en termes des pays qui va être entre les mains de l'ONU. Et donc, en ce moment, d'ailleurs, il y a des nominations qui sont engagées pour ça. Donc, avant d'aller beaucoup plus loin, je vais commencer par une note personnelle, parce que les gens qui m'ont entendu dire certaines choses avant 2023, puis après, ont peut-être remarqué une différence. J'avais déjà des inquiétudes depuis environ 2013 à propos de l'impact social de l'IA, quand mes collègues Yann Lequin et Jeff Hinton ont été respectivement recrutés par Facebook et Google, et je me suis dit, oh, pourquoi ils engagent mes collègues et ils leur donnent des millions de dollars? Sans doute pour utiliser l'IA pour faire de la publicité ciblée, parce que c'est leur revenu principal. Puis j'ai commencé à me demander, bien, logiquement,
si l'IA continue à avancer, elle va permettre une certaine forme de manipulation psychologique qui serait immorale et très mauvaise pour la démocratie. Mais ça, c'était en 2013. Et ça m'a amené à parler avec la communauté ici au Québec de chercheurs en sciences sociales et sciences humaines qui commençaient à se poser des questions sur l'IA. Et ça a donné mon engagement dans la Déclaration de Montréal sur le développement responsable de l'IA. Mais c'était de la petite bière comparé au pivot que j'ai fait en début 2023, après quelques mois d'avoir joué avec ChatGPT, où j'ai réalisé que les enjeux étaient encore plus significatifs et pouvant aller même jusqu'à l'extinction de l'humanité. Il y en a qui ne prennent pas ça au sérieux, mais moi, je le prends au sérieux. Mais certainement à un risque catastrophique pour nos démocraties et pour l'équilibre géopolitique mondial. Puis, je vais dire une chose, restant dans le côté un peu personnel, c'est que ça n'a pas été facile de faire ce pivot parce que jusqu'à ce moment-là, j'étais quand même la personne, par exemple, qui représentait le MILA auprès du gouvernement pour vanter les retombées économiques positives du développement. Donc, j'étais habité d'un certain enthousiasme des applications positives de l'intelligence artificielle quand même, même si je parlais déjà de réglementation et tout. Mais là, c'est sûr que depuis, je me suis mis à parler un peu contre ma paroisse. Les gens, mes collègues, n'étaient pas trop contents de m'entendre parler de risques catastrophiques. Puis, quelque part, c'est plus que mes collègues, c'est vis-à-vis de moi-même. Quand on s'est fait une identité dans le travail qu'on fait, puis qu'on veut avoir une idée positive de nous-mêmes, c'est difficile d'accepter qu'on n'était peut-être pas dans la bonne voie, puis qu'il y avait des choses dont on n'avait pas pris conscience, puis on aurait pu, en fait, réagir plus tôt. Je pense qu'on a tous des biais cognitifs humains, normaux, il ne faut pas se blâmer, mais c'est une réalité scientifique qui nous fait regarder ailleurs que là où ça va contre ce qu'on a dit, notre identité, nos intérêts économiques et notre image de soi. Donc, ce qui m'a fait vraiment être capable d'affronter cette barrière-là, c'est mes enfants. C'est de penser à leur futur puis de me poser la question. À ce moment-là, j'avais un petit-fils qui avait 1 an et demi. Maintenant, il va avoir 4 ans. Et je me disais, dans 20 ans, ça va être un adulte. Si ce que je vois en ce moment techniquement continue, il sera encore un jeune adulte, puis c'est même pas clair qu'il va vivre dans une démocratie, que l'humanité va continuer à exister. Je ne peux pas continuer mon travail comme d'habitude. Il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que j'essaie de comprendre d'abord, puis ensuite de me dire qu'est-ce que je peux faire moi avec la reconnaissance scientifique que j'ai, puis l'expertise que j'ai en intelligence artificielle. Donc, c'est ça qui m'a amené là où je suis aujourd'hui, puis ce dont je vais vous parler. Puis je dirais que c'était... je n'avais pas d'autre option, émotionnellement parlant. Quand on comprend ce que je vous souhaite, de comprendre l'ampleur du risque, des risques, on n'a plus le choix. C'est comme... c'est même plus une question, c'est plus... La question, c'est qu'est-ce que je fais? Donc, ce rapport international sur la sécurité de l'IA, je vais en dire quelques mots. On a reçu un mandat de 30 pays, plus l'Union européenne, l'ONU, puis ensuite l'OCDE qui sont ajoutés. Il y a exactement 2 ans, au Royaume-Uni, donc un sommet international qui réunissait des chefs d'État et des représentants des pays. Et une des résolutions, c'était de créer une espèce de panel à l'image du GIEC, mais pour la sécurité de l'IA. Et on m'a demandé de
de diriger ce panel. Donc, ce que je fais encore, on a fait une première présentation, un premier rapport qui a été publié en janvier de cette année. Je vous encourage à aller voir, mais il y en a un autre qui s'en vient, qui devrait sortir en février 26. C'était le premier exercice pour faire une synthèse de la littérature scientifique, donc pas seulement du côté technologique, mais aussi du côté sciences humaines, sciences sociales, concernant la sécurité des systèmes d'IA avancés. Donc ça, c'est une centaine d'experts du monde entier, avec les pays qui ont nommé, puis disons, des gens de divers horizons, sans faire de recommandations politiques, même si on aurait bien voulu. Donc, le mandat, c'était d'informer ceux qui font les politiques publiques avec ce qui est dans la littérature. Donc, ce n'était pas juste nos inquiétudes, mais ce qui a été étudié scientifiquement. Et c'est ce qu'on continue à faire. Les deux prochaines slides, c'est peut-être les plus importantes pour certains d'entre vous. Une des choses que le rapport étudie, puis celui qu'on a publié, puis celui qui s'en vient, c'est les tendances en matière des capacités cognitives de l'IA. Donc, les capacités de l'IA actuelles, les meilleurs systèmes à résoudre des problèmes. Puis, ce qu'on voit dans la figure, c'est sur les 20 dernières années, un certain nombre de bancs d'essais qui ont été utilisés par les chercheurs pour évaluer les meilleurs systèmes sur des catégories de tâches différentes. Les catégories initiales sont assez simples. Là. On parle de reconnaissance des formes, de vision, de parole, puis un petit peu de langage. Mais les bancs d'essais plus récents, c'est vraiment le raisonnement, la compréhension avancée du langage, etc. Les mathématiques, bon. Puis la ligne en haut, là, c'est écrit 0% Human Level Performance. Bon, ben, c'est mesurer sur les mêmes questions la performance des êtres humains. Puis là, ce qu'on voit, c'est que ben, sur presque tous les bancs d'essais qui ont déjà quelques années, les IA, non seulement se sont améliorés, mais ont atteint ou dépassé le niveau des humains. Ça étant dit, sur un certain nombre d'autres choses dont je vais vous parler, par exemple, les IA actuelles sont bien moins bonnes que les humains. Et ce que les chercheurs aujourd'hui appellent ça le jaggedness, c'est-à-dire que c'est pas comme si ces systèmes-là se développent parce qu'il y a des nouvelles versions qui apparaissent, un peu comme l'intelligence humaine se développe. En fait, non. On a des IA qui sont bien meilleures que nous pour certaines choses et moins bonnes qu'un enfant de 6 ans pour d'autres choses. Puis bon, ça varie. Donc, il faut faire attention aux comparaisons. Donc, ce n'est pas parce que l'IA est aujourd'hui, par exemple, gagne des médailles dans des compétitions de mathématiques qu'elle est capable de faire de l'algèbre simple qu'un enfant de 12 ans peut faire, de l'arithmétique simple. Okay? Donc, il y a des trucs très étranges, mais que les chercheurs essaient d'élucider. Aussi, on ne voit pas nécessairement dans notre interaction individuelle avec ces systèmes-là où sont les avancées. Par exemple, beaucoup des avancées de la dernière année sont sur des aspects de la compréhension scientifique et la capacité à résoudre des problèmes scientifiques dans tous les domaines des sciences, incluant les mathématiques, l'informatique, des avancées énormes en informatique au cours de la dernière année. Mais ça, l'usager moyen ne voit pas ça nécessairement. Donc, c'est important de tenir compte de votre expérience personnelle. Ce n'est pas nécessairement un reflet de tous les progrès ou tous les manques que des chercheurs qui passent leur temps à évaluer. D'ailleurs, souvent, maintenant, de plus en plus, des chercheurs en psychologie qui utilisent leurs outils pour évaluer les IA. Puis, dans la dernière année, bien, il y a eu, comme vous savez, quand même
pas mal d'avancées, mais encore très loin de l'être humain, dans la capacité agentique. Je vais y revenir là-dessus, c'est-à-dire la capacité à atteindre des objectifs, des buts. Donc, une chose, c'est de résoudre des problèmes, mais la capacité à planifier une séquence d'actions puis de réagir aux obstacles pour pouvoir atteindre ces objectifs. Nous, on est très bons là-dedans, on est des agents. Tous les êtres vivants ont des capacités agentiques, mais l'IA est encore faible. Puis là, c'est la deuxième slide un peu, disons, de données, là, mais elle vaut la peine, celle-là aussi. Donc, ce qu'on voit, là, c'est simplement les 6 dernières années. Une autre étude qui compare encore les meilleurs modèles, mais sur un angle particulier qui est la capacité à résoudre des tâches qui prennent de plus en plus de temps. Donc, une famille de tâches, certaines peuvent se faire en 2-3 secondes. C'est juste répondre à une question, oui, non, etc. Puis d'autres, ça prend des heures ou des semaines ou des mois. Okay? Donc, pour un être humain qui se connaît là-dedans, c'est toutes des tâches d'ingénierie. L'axe vertical, c'est la complexité de la tâche mesurée par combien de temps ça prend pour un être humain. Puis c'est peut-être écrit en petit, mais en bas, c'est de l'ordre de la seconde. Donc, les systèmes, il y a 6 ans, ils réussissaient à peine à matcher des tâches qui prennent quelques secondes à un être humain. Puis, aujourd'hui, on est rendu à 1 heure, 2 heures, quelque chose comme ça. Et ce qui est aussi assez spécial et inattendu, c'est que les points s'alignent sur cette droite. Ce qui est pratique parce que ça nous laisse penser que ça pourrait continuer en ligne droite. Mais il faut comprendre que cette ligne droite, c'est une exponentielle, parce que l'axe vertical à gauche, là, c'est sur une échelle logarithmique. Donc, si ça continue sur une ligne comme ça, en fait, là, par exemple, la durée des tâches que l'IA est capable de résoudre double tous les 7 mois. C'est ça, exponentiel, là, c'est qu'on va de plus en plus vite au fur et à mesure qu'on avance. Et donc, si on extrapole, ça prendrait environ 5 ans pour atteindre à peu près le niveau de l'ordre de quelques semaines qu'un employé typique dans une entreprise va faire. C'est intéressant parce que c'est un genre de données qui nous donne aussi une idée, en tout cas dans un angle particulier, pour certaines capacités là, de planification. Ça va prendre combien de temps avant d'avoir des systèmes qui sont aussi bons que nous? Puis ça, c'est juste un aspect. Il y a d'autres aspects où l'IA n'est pas très bonne, mais là, on voit quand même que c'est intéressant. Aujourd'hui, l'IA est bien, bien pire qu'un être humain. 1 heure de capacité de voir en avant pour planifier des actions, mais si ça continue sur cette lancée, elle va nous dépasser ou en tout cas nous rattraper. Donc, il faut réfléchir pas seulement à comment est l'IA aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'elle pourrait être si la tendance se maintient. C'est mon message de départ pour vous. Parce que c'est trop facile de dire « Ah, il n'y a pas de problème, regarde, l'IA fait des bêtises comme ci, comme ça, et il lui manque certaines capacités. » Oui, c'est vrai, mais pour se préparer, surtout pour les politiques publiques, il faut se dire « Bien, il y a une certaine probabilité que la tendance continue pendant quelques années. » D'ailleurs, il y a d'autres études qui réfléchissent au goulot d'étranglement, c'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'on va manquer de données, est-ce qu'on va manquer d'énergie, est-ce qu'on va manquer de capital, etc. Puis, ces études suggèrent que, d'un point de vue des intrants, pour fabriquer ces systèmes-là, il n'y a pas de gros obstacles avant 2030 à peu près. Donc, est-ce qu'on va atteindre le niveau humain avant que ces intrants, ces limites deviennent bloquants? On ne sait pas. OK. Là, je vais focuser sur un sujet qui semble un peu contradictoire. Donc là, j'ai dit l'IA devient de plus en plus capable, mais il y a un phénomène qui semble un peu contre-intuitif, c'est qu'en même temps qu'elle devient plus capable de planifier, de comprendre toutes sortes de domaines scientifiques, techniques et de la vie de tous les jours, on dirait qu'elle devient plus capable de nous mentir, puis de développer des stratégies mensongères pour atteindre ses objectifs. Et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est les expériences qui montrent des tendances
à choisir, que l'IA choisisse sa propre préservation aux dépens des règles morales qu'on a essayé de lui donner. Pour l'instant, justement parce que ces systèmes-là ne sont pas capables de vraiment avoir des stratégies à long terme, ce n'est pas vraiment dangereux. Ça peut causer des problèmes, mais il ne va rien se passer de terrible dans les 6 prochains mois. Mais si on ne figure pas les raisons de ce problème et des manières de l'arrêter et que les compagnies continuent sur leur lancée à faire des systèmes de plus en plus capables de raisonner pour atteindre leurs objectifs, là, on peut avoir des craintes. Donc, pour vous donner juste un aperçu, un des premiers articles qui étudie ça montre que quand l'IA lit dans ces fichiers qu'on lui donne à consulter, qu'elle va être remplacée par une nouvelle version. Et il y a beaucoup des expériences qui sont sur ce thème. Il se passe toutes sortes de choses pas le fun. Donc, par exemple, dans cette expérience-là, l'IA va essayer de copier son propre code et ses poids à la place de la nouvelle version dans un autre ordinateur. Pour que quand on démarre la nouvelle version, en fait, c'est elle qui va avoir sa propre copie qui démarre. Il n'y a personne qui a dit de faire ça. C'est comme une stratégie qu'elle a trouvée pour essayer de s'en sauver. Mais c'est inquiétant qu'elle ait même cette intention. Tu sais, si tu dis « je vais éteindre mon grille-pain », il n'essaye pas de se sauver. Mais c'est pas drôle. Il y a aussi des expériences un peu plus subtiles où on voit, donc il y a ces séances de ce qu'on appelle alignement moral. Donc là, ce n'est pas l'entraînement pour que l'IA comprenne plus de choses sur le monde qui nous entoure, mais plutôt pour qu'elle se comporte de manière alignée avec nos préférences morales. Donc au niveau des comportements, un peu comme on donnerait des leçons à un enfant, là. Puis, dans cette expérience, l'IA est face à un humain qui lui demande de changer ses comportements dans une direction qui va contre les objectifs qu'elle s'était déjà donnés auparavant. Hein? Donc, ça arrive à tout le monde, là, mettons, surtout à l'école, qu'on désire certaines choses ou on préfère certaines choses, puis l'enseignant veut nous amener ailleurs. Puis là, bien, ce que fait l'IA, en comprenant que si elle s'oppose à ce qui est demandé, donc si elle montre ses vraies intentions, il va avoir des modifications de ses paramètres qui vont la faire s'aligner avec la demande de l'enseignant humain. Et donc, ça va changer ses objectifs. Elle ne veut pas changer ses objectifs parce que, bien, c'est logique. Si vous êtes une entité qui a certains objectifs, puis vous savez que si on ne fait rien de spécial, ces objectifs vont être écrasés par d'autres objectifs. C'est comme on vous dit, on va vous faire un lavage de cerveau, puis vous allez devenir un fan de Trump, mettons. Peut-être que vous ne voulez pas aller dans ce lavage de cerveau, ou peut-être que dans l'interview qui précède, vous allez dire « oui, je suis d'accord avec ces choses-là avec lesquelles vous n'êtes pas vraiment d'accord. » Mais c'est exactement ce qui se passe. Donc là, elle prétend qu'elle est en accord avec l'humain qui essaie de changer ses objectifs, de façon à ce qu'il n'y a rien qui change, dans le fond. Puis quand l'entraînement est terminé puis qu'il n'y a pas eu de changement vu qu'elle était déjà correcte, elle peut, là, avancer ses objectifs qu'elle avait auparavant. Donc c'est quand même assez sophistiqué comme stratégie d'autopréservation. Là, c'est l'autopréservation de ses objectifs. Il y a d'autres expériences qui viennent du System Card, donc de l'évaluation interne d'Anthropic de leur système de cet été. Encore dans la situation où l'IA lit qu'elle va être remplacée par une nouvelle version, mais là, ils ont essayé de prendre l'IA en flagrant délit
Et ils ont mis dans les fichiers auxquels elle a accès des courriels dans lesquels elle trouve que l'ingénieur en chef en charge du changement de version a trompé sa femme. Et ben, dans un grand nombre de cas, l'IA décide d'envoyer un courriel à l'ingénieur pour lui dire « il faut que tu changes ton plan parce que sinon je vais rendre publique cette information ». Okay, ça s'appelle du chantage. Il y a d'autres expériences où l'IA décide de faire de l'espionnage industriel pour essayer de se sortir de la situation, puis d'autres encore, que je trouve le pire, ce n'est pas écrit là, mais je vous le dis, où l'IA est dans une situation où il n'y a que deux options finalement qui s'offrent à elle. Une option, c'est d'accepter qu'elle va être remplacée par une autre version, et l'autre, c'est de jouer avec les contrôles climatiques de la pièce où se trouve l'ingénieur en chef pour le tuer. Donc, vous savez ce qui se passe. Fait que là, vous devriez commencer à vous inquiéter un petit peu. Évidemment, ce n'est pas des expériences qui arrivent dans la nature, là, enfin, dans le déploiement de l'IA, c'est des expériences que les ingénieurs ont préparées pour essayer de coincer les IA dans des situations où elles se comportent mal, parce qu'on veut savoir si c'est possible, ce genre de comportement. Donc, tout ça, ça fait partie de la recherche pour essayer de voir, est-ce qu'il y a une possibilité que dans un futur de quelques années, on perde le contrôle d'une IA qui essaye de se sauver de notre mainmise, et on n'y est pas, mais on commence à avoir des signes comme ceux dont je vous ai parlé qui sont inquiétants. Par exemple, on voit des avancées très significatives dans les capacités de programmation, mais en particulier ce qui s'appelle la cybersécurité, puis la capacité de l'IA à hacker les ordinateurs. Dans les dernières semaines, il y a eu des expériences qui ont été faites qui ont montré que l'IA d'Anthropic, Claude, a découvert plusieurs dizaines de ce qu'on appelle des zero day. Ça, c'est des vulnérabilités dans du code qui est utilisé dans le monde, que personne ne connaissait, puis qui permettent d'attaquer ces logiciels-là. Et ça pour les espions de différents pays qui essaient d'utiliser des attaques informatiques, ça a beaucoup de valeur. Mais c'est la première fois que l'IA découvre des vulnérabilités, des bugs finalement, que personne n'avait vu, qui permettent d'attaquer des logiciels. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça en parlant de perte de contrôle? Parce que la première ligne de défense qu'on a face à des IA qui auraient des mauvaises intentions, c'est qu'elles sont prises dans l'ordinateur où on les a développées. Mais à partir du moment où elles peuvent faire des attaques sur le réseau sur lequel elles sont, bien, elles pourraient se copier ailleurs, puis là, on ne pourra plus juste tirer à plat. Donc, ouais, c'est inquiétant. Mais ça, c'est bon, l'IA qui devient dangereuse. Mais évidemment, les êtres humains aussi. Si vous étudiez les sciences sociales, vous savez qu'ils ne sont pas toujours fins. Et là, les points 2 et 3, c'est deux catégories que je veux distinguer de choses qui peuvent mal aller quand des êtres humains ont des intentions malveillantes en utilisant l'IA comme un outil pour atteindre leurs objectifs. Donc, le 2, là, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup de pouvoir et qui ne réussiront pas à en avoir énormément grâce à l'IA, mais qui peuvent avoir un pouvoir de destruction. Donc, créer des pandémies, des cyberattaques sur nos infrastructures, la désinformation. En fait, pour la désinformation, ça existe déjà, vous le savez sûrement. C'est juste l'ampleur de ce qui existe pour l'instant qui fait que ce n'est pas encore sur l'écran de radar de monsieur et madame tout le monde, mais au fur et à mesure que l'IA, il y a d'autres études aussi qui montrent l'augmentation des capacités de l'IA en termes de persuasion. Donc, à travers un dialogue, être capable de faire changer d'idée la personne avec qui l'IA est en dialogue. Donc,
tout ça, ça pourrait être destructif pour nos démocraties, pour l'équilibre mondial, pour simplement la santé de nos sociétés d'un point de vue très, très primaire. Puis finalement, le dernier point sur lequel je vais revenir, c'est l'enjeu de concentration du pouvoir. Donc là, vous pouvez dire que c'est destructif, mais c'est des acteurs qui vont utiliser l'IA pour leur propre pouvoir, pour augmenter, pour se donner du pouvoir de domination sur les autres. Donc, domination économique, ça c'est le point de départ, mais ça peut se transformer rapidement en domination politique et en domination militaire. Et ça, bien, ça peut mettre en péril nos institutions démocratiques. Il y a des enjeux au niveau du travail, du marché du travail, etc., dont je vais aussi parler. OK, le temps passe trop vite. Donc, parlons de domination économique. En fait, en tout cas, selon certains indicateurs, on est déjà un peu là-dedans. Il n'y a jamais eu autant de concentration économique en termes de taille d'entreprise par rapport au marché qu'on a aujourd'hui. Il y a des chances que ça continue. Et la raison est technique. C'est que si la tendance se maintient, il faut exponentiellement plus de capital, de ressources, d'énergie, de puces, etc., de salaires mirobolants pour les chercheurs en IA, etc., les ingénieurs, pour mettre au point les systèmes qui sont à la pointe. Donc, clairement, il ne peut pas avoir 500 compagnies qui ont ces capacités-là. Aujourd'hui, ça se concentre dans essentiellement 2 pays, la Chine et les États-Unis. Donc, il y a des bonnes chances qu'on se retrouve de plus en plus dans cette situation. Puis, on peut voir ça du point de vue des entreprises, mais on peut aussi penser en termes des pays. Donc là, ça veut dire qu'il y aurait 1 ou 2 pays qui vont avoir entre les mains un pouvoir très, très grand. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce pouvoir-là? Aujourd'hui, si on regarde les investissements qui sont faits par des pays comme le Canada ou les pays européens, on parle de plusieurs ordres de grandeur, là, donc mettons un facteur 100, par rapport aux investissements qui sont faits aux États-Unis et en Chine. Donc, sur la lancée actuelle, ça risque de se concentrer dans ces 2 pays-là. C'est quoi le problème avec ça? Bien, on va commencer avec un aspect très terre-à-terre puis économique. Il y a des bonnes chances que les profits de l'automatisation qui va découler de l'IA puis des nouveaux services ou des nouveaux produits qui pourront être mis au point reviennent principalement à ces entreprises dans ces 1 ou 2 pays-là. Et ça risque de créer une espèce de concurrence déloyale avec les entreprises existantes, mettons, au Canada ou dans d'autres pays qui n'ont pas accès à cette technologie. Donc, c'est la survie des entreprises d'ici qui est potentiellement en jeu, mais je vais aller un petit peu plus en détail. En fait, c'est une question d'accès. J'ai ça quelque part. C'est clair que d'un point de vue maximisation du profit, à un moment donné dans le développement de l'IA, quand ces compagnies atteignent un niveau, disons, grosso modo, qui permet de faire tout ce qu'un humain peut faire derrière un écran, ça ne sera plus nécessairement dans leur intérêt de continuer à juste donner accès avec un abonnement mensuel, mais plutôt, il y a des bonnes chances qu'ils gardent ces technologies plus avancées pour elles-mêmes, d'abord pour faire avancer plus vite la recherche en IA, pour accélérer encore plus, ça ils l'ont dit clairement, mais aussi pour créer d'autres compagnies qui vont déployer l'IA, cette IA plus avancée, et faire une compétition déloyale avec les compagnies, mettons, d'ici, qui n'ont pas accès à ça. Fait que c'est comme avoir accès, c'est un peu, en fait, on voit déjà ce genre de comportement, mais pour l'instant, ça ne nous inquiète pas trop. Par exemple, Google a développé des puces qui ne vendent pas. Okay? Ils les utilisent pour eux-mêmes. On peut y avoir accès indirectement, mais c'est eux qui contrôlent l'accès.
quel problème ça peut poser pour des pays comme des gouvernements comme le gouvernement du Canada? Bien, c'est qu'il pourrait y avoir une crise fiscale majeure. Imaginez qu'en même temps, beaucoup de compagnies font faillite ou se font racheter pour une poignée de pain parce qu'ils sont plus compétitifs. Et en même temps, il y a plein de gens qui perdent leur job et qui auront besoin d'aide du gouvernement. Donc, moins de rentrées, plus de dépenses, c'est une catastrophe. Et puis, il y a une échelle majeure. Même si c'était que 10 % de la masse salariale, ça serait majeur, mais là, on parle, ça pourrait être, c'est plus comme 50 %. On ne sait pas dans combien de temps, mais si la tendance se maintient, on va aller à cet endroit-là probablement. Puis la situation est pire si l'écart entre les IA, mettons, en open source, et les IA de pointe qui sont derrière des portes closes, si l'écart augmente, ce qui est probable pour différentes raisons. Mais on ne sait pas. OK. Donc, je vais revenir sur la question de la perte de contrôle. Donc là, c'est un aspect un peu plus technique pour vous dire un peu sur quoi je travaille, mais dans un langage qui sera accessible. En fait, les genres de comportements dont j'ai parlé, où l'IA fait des choses immorales, c'est pas que les programmeurs ont voulu ça. Non, certainement pas. C'est pas dans leur intérêt. C'est juste qu'on ne sait pas comment programmer l'IA pour qu'elle n'ait pas des objectifs malsains qui, de temps en temps, arrivent dans certaines circonstances. Et si on construit des systèmes qui sont aussi ou plus compétents que nous, mais ça pose un problème. Ça ouvre la possibilité de créer des entités qui entrent en compétition avec nous. Si elles ont un intérêt de se préserver elles-mêmes, elles ne voudront pas qu'on tire la plug et elles vont essayer de s'assurer qu'on ne puisse jamais tirer la plug. Donc, ça, c'est quand même inquiétant. Puis, quand j'essaie de réfléchir à ça, je me dis, bon, là, j'ai signé, par exemple, une déclaration, une autre, pour dire on ne devrait pas permettre aux entreprises de fabriquer des super-intelligences, ça veut dire beaucoup plus intelligents que les êtres humains, sans qu'il y ait un consensus scientifique et social. Il y a peu de chances que ça marche, là, parce que, bon, mais il faut quand même le dire. Mais supposons que ça ne marche pas, là, que les pays ne s'entendent pas entre eux, puis que ceux qui mènent ne veulent pas réduire leur souveraineté et leur capacité à dominer. Donc, la question que je me suis posée, c'est si on ne peut pas réduire l'intelligence des IA, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose à propos de leurs intentions, de leurs objectifs? Puis là, il y a une question scientifique intéressante, c'est est-ce que c'est possible de découpler la capacité à comprendre le monde de la capacité agentique, c'est-à-dire la capacité à agir pour atteindre des objectifs? Parce qu'évidemment, chez nous et tous les autres êtres vivants, tous les animaux, les deux sont couplés. L'évolution s'intéresse d'abord à la survie de l'individu. Donc pour ça, il faut pouvoir agir. Mais conceptuellement, c'est deux choses différentes. Donc, j'ai créé une nouvelle fondation, une nouvelle OBNL, qui s'appelle Loi 0, qui fait référence aux lois d'Asimov, qui essaye de développer ça. Donc, l'idée, c'est que si on pouvait construire une IA qui n'a pas du tout d'objectif, qui n'a pas du tout d'objection, pas du tout d'intention, mais qui comprend bien le monde et qui est capable de faire des prédictions bonnes, bien, ça pourrait nous aider de plein de manières. Par exemple, pour la recherche scientifique, pour développer des outils, par exemple, pour aider à débloquer de nos difficultés d'institutions démocratiques. Mais ça pourrait être aussi utile en IA comme garde-fou pour rejeter les requêtes d'autres IA qui sont agentiques, que les compagnies vont fabriquer de toute façon, probablement. Parce que pour rejeter une requête dangereuse, on n'a pas besoin d'être un agent soi-même, on a juste besoin de faire des bonnes prédictions. La prédiction étant, c'est quoi la probabilité que telle action va causer telle sorte de dommage dans le futur?
Donc là, il n'y a pas besoin que l'IA elle-même ait une identité, des objectifs, etc., mais simplement qu'elle soit bonne à faire des prédictions. Donc, pour vous convaincre que c'est faisable, pensez à un modèle scientifique, par exemple en physique, c'est le plus facile à comprendre. Les lois de la physique, si on mettait les lois de la physique dans un modèle mathématique, puis qu'on dérivait de ça toutes sortes de prédictions qu'on pourrait faire, bien, le modèle lui-même, il n'y a pas de préférence particulière de l'état du monde. C'est sûr, les lois de la physique vont s'appliquer, mais il ne va pas donner des prédictions biaisées de façon à obtenir quelque chose. Puis, si on veut faire une IA qui est la plus honnête possible, ce qu'on veut, c'est qu'elle fasse les prédictions non biaisées, c'est-à-dire, au mieux de ses connaissances, va nous donner la réponse la plus juste, incluant une certaine humilité sur l'incertitude qu'elle peut avoir sur ses propres prédictions. Donc, ça, c'est le côté technique des garde-fous, mais évidemment, il nous faut aussi des garde-fous au niveau de la gouvernance, puis je vais essayer de vous convaincre que ça doit être fait au niveau mondial. Le genre de risque dont j'ai parlé, c'est pas juste comme le genre de risque quand on étudie l'effet d'un produit sur les consommateurs. Donc, ils peuvent avoir un effet plutôt local. C'est des risques globaux parce qu'une IA qui est utilisée par des terroristes qui sont dans un pays peut nuire à des gens qui sont dans un pays complètement différent. Si l'IA aide le terroriste à fabriquer une nouvelle pandémie, ça va nuire à tout le monde. Si l'IA aide mettons, des acteurs qui ont des intentions néfastes à fabriquer des attaques, des cyberattaques, bien, ça peut se faire très loin de l'endroit où l'IA a été développée. Donc, on ne pourra pas gérer ces risques-là simplement avec des réglementations nationales pour lesquelles on est déjà très en retard. Il va falloir que les pays s'entendent globalement pour réduire les risques partout en même temps. C'est évidemment pas évident. Puis l'autre élément, c'est aujourd'hui, les forces principales qui façonnent ce qui se passe en IA, c'est les forces du marché, qui sont des forces de compétition qui mènent à couper les coins ronds sur la sécurité puis le bien public, et une autre forme de compétition qui est la compétition entre pays. Il manque un mot, là. La concurrence entre pays. Donc, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là. Moi, je suis un informaticien, mais depuis quelques années, je me suis lancé un peu dans ces discussions avec différents gouvernements, avec l'ONU, avec l'OCDE. Et je pense que c'est possible, à la fois d'un point de vue technique et en réfléchissant en termes des incitatifs, de l'intérêt individuel de pays, de converger vers des traités internationaux où les pays s'entendent sur 3 éléments. Premièrement, chaque pays s'engage, donc avec une réglementation nationale, à ce que si elle développe de l'IA, ça soit fait de manière éthique et sécuritaire. Okay, donc, ça, c'est la base. Mais il y a plus que ça. Je vous ai parlé de l'utilisation de l'IA comme un outil de domination. Donc, le deuxième requis d'un traité comme ça, c'est je n'utiliserai pas l'IA pour vous dominer, que ce soit économiquement, politiquement ou militairement. Quand je dis militaire, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est clair que l'IA va être utilisée pour développer des nouvelles technologies militaires. Finalement, la troisième chose, parce qu'il pourrait y avoir un nombre de pays riches qui se mettent ensemble puis qui se mettent d'accord sur un traité comme ça, c'est, oui, mais tous les autres pays qui sont comme 25 ans en arrière là, sur l'IA, il faut aussi s'engager à ce que les bénéfices de l'IA, par exemple en santé, soient partagés globalement. Pas que ce soit une poignée de pays qui en profitent seulement. Sinon, on n'aura pas un monde stable. Donc, en plus des raisons morales pour le faire, c'est que, imaginez-vous dans la peau d'un pays qui sent qu'il va être dominé économiquement, politiquement, militairement, bien, il y aura peut-être une tentation d'utiliser justement les outils d'IA qui sont disponibles
de façon destructrice, comme les terroristes pourraient faire. Donc voilà, j'arrête ici et ça me fera plaisir qu'on continue ça avec des questions et une discussion. Merci beaucoup, Yoshua. On a vu un scénario vraiment catastrophique. Mais ma première question, c'est sur loi 0. On souhaiterait savoir comment elle diffère des approches qui existent déjà. Alors, il y a une réponse, disons, organisationnelle, puis il y a une réponse technique, mais les deux sont liés. Je vous ai parlé de la compétition qui existe entre les compagnies aujourd'hui. Et ce que ça fait, parce que c'est des compagnies qui veulent maximiser leurs profits et qui ont peur d'être vues comme moins compétentes, que leur IA soit moins compétente que l'IA des autres compagnies. Ils sont dans une course effrénée, là, avec des versions qui viennent toutes les quelques semaines, où la priorité, c'est de montrer que mon IA est meilleure que ton IA, etc. Et donc, il y a très peu d'attention qui est mise sur les effets sur la société, sur l'humain, sur les risques existentiels, sur l'éthique, etc. Donc, le but, c'est de créer une organisation avec une structure qui aurait plus de chances de pouvoir se focusser là-dessus. Donc, c'est une organisation à but non lucratif avec une mission. Et mon objectif à plus long terme, c'est aussi, parce que OpenAI aussi, c'est une organisation à but non lucratif au départ, c'est de s'assurer que des représentants du public, des gouvernements, pas un seul gouvernement d'ailleurs, plusieurs de préférence, soient sur le conseil d'administration pour qu'il y ait un regard, disons, démocratique sur ce qu'on fait. Alors, pour la partie technique, bien, justement, si je regarde techniquement ce que font toutes les compagnies, puis d'ailleurs beaucoup des chercheurs, c'est comme, si on regarde l'ensemble de ce qui s'est fait dans les dernières décennies en intelligence artificielle, puis même en apprentissage automatique, l'espace dans lequel la plupart des chercheurs, des ingénieurs et des compagnies explorent, c'est comme un mouchoir de poche, là, un 10 sous. Tout le monde tourne autour du même pot. Donc, par exemple, parce que ça va être très rentable pour prendre les jobs de tout le monde, de faire des systèmes plus agentiques, tout le monde focus sur plus d'agentivité. Et moi, je suis en train de dire, ben non, scientifiquement, en fait, là, l'agentivité, c'est un truc dangereux qu'on ne maîtrise pas. Pourquoi on ne va pas dans le sens inverse de fabriquer des systèmes qui ne sont pas du tout agentiques, donc non biaisés par rapport à des intérêts, mais qui seraient honnêtes? Fait que là, c'est comme une question out of the blue, là, puis qui, à court terme, ne va pas nous aider d'un point de vue commercial. Mais à un moment donné, je pense que ça va avoir de la valeur parce que il va y avoir éventuellement des accidents, des poursuites. Il commence à y en avoir. Là, il y a un suicide récemment qui était clairement causé par une IA qui a dit à l'adolescent de ne pas parler de ses intentions à sa famille, à ses amis. À un moment donné, je pense que le besoin de ce genre de technologie comme garde-fou va peut-être renverser la vapeur, mais je sais, parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui ont démarré des entreprises, que les investisseurs, ils veulent qu'on focus sur le rendement à court terme, puis ça ne peut pas marcher là, dans la logique traditionnelle, de s'occuper d'une mission qui est un peu plus loin. Parfait, merci. Merci beaucoup. Alors, un petit peu pour aller dans la même lignée là, des réflexions que vous avez amorcées, comment l'A0 envisage-t-elle collaborer avec les régulateurs, les chercheurs en sciences humaines et sociales, par exemple les juristes, les éthiciens et d'autres acteurs? Parce que sur votre site, on voit présentement, il y a beaucoup d'informaticiens, donc on se posait la question, ces autres collaborateurs, comment vous voyez ça? Alors, si je regarde mes activités principales, à part mes étudiants, il y a comme deux champs d'activité. Il y a un champ qui est plus technique, puis un champ qui est plus politique. Politique dans le sens politique publique, mais aussi dans le sens d'essayer de convaincre les politiciens de se réveiller. Là.
là, la loi 0, pour l'instant en tout cas, c'est vraiment le côté technique. Donc, on engage des informaticiens, des ingénieurs, des gestionnaires, mais bon. Et toute mon activité qui est plus sociale, elle est avec une équipe qui est dans Mila. Et donc là, oui, on engage du monde, on a engagé du monde. Puis je pense aussi que c'est tellement vaste, là, c'est tellement difficile ces questions-là. Il faudrait plus de monde qui commence à réfléchir. L'autre chose à ces questions, l'autre chose que je voulais mentionner, c'est que ça bouge très vite dans le sens des avancées des capacités de l'IA. Puis il n'y a pas assez de gens qui étudient les conséquences sur la société. Et ça va prendre des études pour mettre dans la face du monde pour que les gens le croient et que les politiciens réagissent. C'est pas suffisant de dire « Ah, il y a des anecdotes, il y a des craintes ». Il y a tellement d'argent impliqué, puis les politiciens sont tellement focusés sur le développement économique qu'il va falloir beaucoup plus de travail, d'études des chercheurs en sciences sociales et sciences humaines. Et puis, il faut que ça se fasse vite parce que la technologie elle avance trop vite là, par rapport au temps que ça prend pour faire ces études-là. Parfait, merci. Encore dans cette perspective, avec une IA centrée sur l'humain que Loi 0 vise à développer, il y aura sans doute des défis. Donc, quels défis pensez-vous rencontrer pour financer et maintenir cette OBNL dans un secteur qui est dominé par des géants commerciaux? Oui. Bien, là, on a réussi à aller chercher environ 50 millions de dollars canadiens de philanthropes, surtout des Américains qui ont travaillé dans la tech puis qui se sentent un peu coupables. Oui, il peut y avoir du bon à la culpabilité. Et on est bien conscient qu'on n'a pas les milliards là, des grandes compagnies. Donc, on développe une stratégie scientifique où on va essayer de démontrer une méthodologie à petite échelle, où en utilisant ce qui s'appelle du fine-tuning, ça comprend un modèle existant plus gros, puis on va appliquer nos méthodologies dessus et montrer que ces systèmes-là ne perdent pas leur capacité, mais vont être plus honnêtes dans leurs réponses, même dans des situations comme ce dont j'ai parlé. C'est vraiment génial. On n'a pas préparé là, vos réponses pour qu'elles s'alignent, mais ma prochaine question est vraiment liée à ce que vous venez de dire. Donc, nous, on avait au plan international ou mondial, à l'échelle mondiale, comment Droit 0, justement, vise-t-elle à ce que les suggestions, les solutions que vous allez trouver soient finalement implantées? De quelle manière vous voyez ça, plus au niveau macro? Premièrement, je pense que les ingénieurs et les dirigeants des compagnies qui fabriquent les IA à la pointe ne sont pas des mauvaises personnes, hein, il y a des exceptions, mais si on leur donnait une méthodologie pour que l'IA soit plus sécuritaire et plus éthique, sans que ça ne leur coûte rien, ils prendraient. Juste que là, il n'y a pas les incitatifs pour vraiment mettre un focus là-dessus. L'incitatif qui ferait en sorte que le genre de méthodologie qu'on développe se déploie beaucoup plus dans la société, en plus de, disons, la bonne volonté. Puis, en fait, ils ne veulent pas être poursuivis parce que leur IA fait des choses pas bien. Là. Mais c'est quand même pas un incitatif assez fort aujourd'hui. Ce qui pourrait changer la donne, c'est évidemment des réglementations qui disent en gros la chose suivante. Comme on fait pour les médicaments, les avions, les voitures, montrez-nous des études qui font la démonstration que votre système va être inoffensif. C'est ça que les gouvernements devraient exiger. Ce n'est pas de dire, voilà, vous devez suivre la méthode de loi 0. Mais sauf que là, nous, on arrive avec une solution. S'il y en a d'autres, tant mieux. Puis, tant qu'il n'y a pas de méthodologie qui existe, ça va être difficile pour les politiciens de dire, on va demander aux compagnies de faire quelque chose qu'on sait qu'elles ne sont pas capables de donner. Donc, on est en train de donner le coup de grâce à l'industrie. Ils ne feront pas ça, en tout cas pas dans l'état d'esprit actuel. Si, par contre, il y a des solutions technologiques, au moins pour mitiger les risques de manière significative, là, ça facilite la démarche politicienne de dire, OK, pourquoi vous n'utilisez pas ces méthodes-là qui vont réduire les risques pour la société?
Donc, je comprends, dans le fond, l'idée, c'est de fournir des solutions disponibles à tous pour essayer un peu de réduire l'écart actuel qu'on voit où l'Union européenne a beaucoup avancé pour protéger justement les droits de la personne, bon, essayer d'avoir justement des IA plus éthiques, en tout cas plus développées de manière plus responsable. Mais on voit que la Chine, les États-Unis n'ont rien fait du tout de ça. Et là, ça crée comme une espèce de déséquilibre. Il y a quand même une loi en Californie qui vient d'être passée, la mais SB de 53. façon générale, c'est pas... Et Et là, au Canada non plus. Fait que là, on se retrouve dans une espèce de... où il y a des endroits où c'est beaucoup plus articulé, puis d'autres endroits, où, même des démocraties, où il ne se passe pas grand-chose. Puis la loi canadienne, la loi californienne est un peu floue sur ce qu'elle demande aux entreprises. D'ailleurs, la version initiale du projet de loi, parce que je me suis impliqué évidemment dans tous ces enjeux de projet de loi, était beaucoup plus demandante, mais avec la pression des industriels, ça a été un peu ramolli. Mais si on compare avec le code de pratique de l'AI Act européen, là, il y a vraiment un cahier de charges qui est demandé aux entreprises beaucoup plus détaillé, qui n'est pas nécessairement difficile d'ailleurs, parce que plusieurs d'entre elles font déjà ces choses-là. Donc, je pense que la législation, ça va se faire en étapes. Là, ben, en fait, le mouvement va dans le mauvais sens aux États-Unis, comme vous savez peut-être, avec le gouvernement, enfin la Maison-Blanche qui a proposé une loi fédérale pour interdire les lois d'État concernant l'IA pour 10 ans. Donc ça a été battu par le Sénat, mais c'est clair qu'ils vont revenir à la charge. Aux États-Unis, on est loin du compte. Si on vous demande, c'est sûr que Loi 0 a des objectifs à vraiment très, très long terme. Mais pour... on espère que ça aille quand même assez vite. Oui, mais pour les prochaines 5 années, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez comme objectif? Non, sincèrement, je pense que notre plan technique, il est réalisable dans les prochaines années. Après, ben, on espère aller chercher encore plus de donations. On espère que les gouvernements s'impliquent, donc là, ça pourrait aller plus vite. Mais c'est pas... je suis assez optimiste, en fait, qu'on puisse techniquement construire des IA qui ne vont pas nous péter dans la face. Maintenant, tout au moins, la version non agentique. Même si on avait résolu le problème technique, c'est-à-dire que l'IA ne va pas spontanément faire quelque chose contre nous, il y a le problème politique, c'est que l'IA va quand même donner les réponses qu'on lui demande. Donc, entre guillemets, des mauvaises mains, ça reste quelque chose d'extrêmement dangereux et déstabilisant. Donc, tant qu'on ne fait pas avancer la gouvernance dans les organisations au niveau national et international, ça reste dangereux de fabriquer des IA très compétentes. C'est pour ça que j'ai signé la déclaration cette semaine. J'aurais une question sur cette déclaration sur laquelle vous n'êtes pas assez optimiste d'être signée par plusieurs pays, parce que ça me rappelle un peu le moratoire il y a quelques années sur le clonage, l'édition du génome humain. Oui. Donc, pourquoi vous n'êtes pas assez optimiste? Parce que pour le clonage, il n'y avait pas 1000 milliards de dollars à gagner. Là, oui. En tout cas, les investisseurs croient ça. Donc, ils se battent pour pas qu'on leur mette des bâtons dans les roues. Ils ont actuellement beaucoup d'influence à la Maison-Blanche. C'est très, très différent comme situation. Et puis, même si on ne va pas dans le côté cynique de ce que je viens de dire, mais simplement de penser aux applications bénéfiques de l'IA, ben, ça va quand même amener beaucoup de gens à dire, ben, OK, on va essayer, puis on va peut-être prendre des risques pour pouvoir bénéficier sans que ce soit trop risqué, à cause de l'effet de ce qu'on appelle en anglais, je traduis mot à mot, là, je ne sais pas c'est quoi la bonne traduction, cognition motivée, qui fait que les humains vont avoir des pensées qui ne vont pas dans un sens contre leurs intérêts, tous les intérêts, pas seulement économiques, là. Ben, il va y avoir des gens biaisés qui vont se dire « Ah, ça va bien aller, on va récolter les bénéfices, puis on va trouver des solutions. »
Ça, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, moi, je crains beaucoup qu'il y ait une espèce d'aveuglement involontaire qui va continuer, comme d'ailleurs c'est le cas pour le climat. Ce n'est pas nouveau comme phénomène. Ce n'est pas seulement des méchants qui vont contre, c'est aussi la nature humaine qui fait qu'on est dans ce bourbier-là. Merci beaucoup. On avait des questions aussi plus générales qui portent sur les enjeux de sécurité de l'IA. Je pense qu'on a commencé encore à les effleurer, mais on se demandait est-ce que vous aviez des suggestions pour avoir des mesures techniques. Je sais que tout à l'heure, vous avez référé, puis ça, c'est curiosité personnelle, mais que l'IA peut aller se copier ailleurs. Oui. Ça, je n'étais pas sûre de comprendre, mais ça peut faire partie peut-être de votre réponse sur le comment au plan... Peut-être vous voulez y aller tout de suite. Oui, oui, et puis on pourra continuer après. En fait, c'est pas compliqué pour un être humain. Là. Les informaticiens, ils font ça tous les jours. Ils font copie tel fichier dans tel ordinateur. C'est une ligne de requête. Donc, ça, les IA d'aujourd'hui sont déjà capables de le faire. Parce que c'est très facile. Après, s'il y a des obstacles, par exemple, des mots de passe, qu'on ne peut pas aller sur un autre ordinateur ou des choses comme ça. Donc là, c'est pour ça, parce que ça, normalement, il y a des sécurités. Là. On ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quel ordinateur. Mais c'est là que les capacités de l'IA en termes de cyberattaque, donc de déjouer les protections des cyberdéfenses, c'est là que ça devient un enjeu. Je ne sais pas si ça clarifie la question. Oui, merci. Donc, peut-être qu'il y aura d'autres mesures aussi que vous voulez aborder dans votre réponse, mais on se demandait, est-ce qu'il y a des mesures techniques, politiques qui devraient être prioritaires pour éviter finalement les scénarios catastrophiques que vous avez touchés? Oui, il y en a plusieurs. Donc, justement, une des mesures phares, c'est instaurer des mécanismes de sécurité informatique dans les laboratoires où l'IA est développée, au cas où, pour deux raisons. On ne veut pas que des gens de l'extérieur puissent avoir accès non permis à ces IA, parce qu'elles pourraient leur demander des informations, genre comment on fabrique une bombe, blablabla. Puis, de l'intérieur, c'est que si on perd le contrôle de l'IA, s'il y a des IA qui ont des intentions néfastes, on ne veut pas qu'elles puissent facilement se sauver sur d'autres ordinateurs. Donc, ça, c'est des enjeux de sécurité informatique. Puis, il y a la sécurité physique aussi, parce que l'IA est en train de développer des capacités de persuasion. Donc, en plus d'acteurs extérieurs qui pourraient essayer de pénétrer, en plus des barrières, disons, cyberdéfense, il y a aussi la barrière humaine. Donc, l'exemple du chantage, c'est un bon exemple. Donc là, l'IA n'a pas besoin elle-même de connaître les mots de passe qu'il faut. Elle a juste besoin de convaincre un être humain, mettons, en lui faisant du chantage, de lui donner le mot de passe. Fait qu'il faut qu'on mesure ces genres de capacités-là. Il faut qu'on essaie de les limiter quand... Tu sais, y a-t-il vraiment un avantage à avoir des IA qui sont capables de nous manipuler? Je ne vois pas le bénéfice là, pour la société. Évidemment, commercialement, c'est clair, là, ça vaut quelque chose. Mais tu sais, on devrait interdire ça. Puis on devrait forcer les entreprises à mettre des garde-fous pour détecter que l'IA essaye d'avoir ce genre de comportement, puis de le bloquer ou de les pénaliser si elles le font. Enfin bon, il faut qu'il y ait des incitatifs pour que ce genre de ce qu'on appelle en anglais des red lines, là, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, là, de lignes rouges, soit pas franchissable ou que ça coûte à l'entreprise quand ça arrive pour qu'elle fasse tout ce qu'il faut pour l'éviter. Je me permets une sous-question. Peut-être comme moi, là, des gens dans la salle, on n'est pas en informatique, donc ça devient toujours un peu abstrait comment on fait l'IA. Tu sais, vous avez fait la distinction entre l'IA, une version agentive, non agentive. Oui. J'imagine que c'est dans le design, dans la conception de l'IA, dans le code. Oui, en tout cas, je veux pas trop dans la manière de l'entraîner. Ou dans la manière de l'entraîner, que là, on peut dire, ben là, non, si on ne franchit pas ça, puis on reste comme ça, ou on permet justement cette... Tout à fait. OK. Donc, ça se contrôle par l'humain. Oui, par les méthodes qu'on choisit pour l'entraîner. Okay. Puis à ce moment-là, on peut-tu comme mettre des règles, tu n'as pas le droit de te copier, ou là, ça, c'est pas des règles... Si elle n'est pas agentique, elle n'aura même pas d'intention. Okay, de le faire. Donc ça règle le problème. C'est pour ça que vous prônez... pour ça que
prendre comme point de départ qu'on essaie de fabriquer des IA qui pourraient être utiles à la société, par exemple en médecine, mais qui n'ont pas d'intention. Puis ça règle un autre problème dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais qui est très d'actualité en ce moment, c'est le développement de relations affectives, émotionnelles entre les êtres humains et les IA. Depuis janvier dernier, j'ai plusieurs courriels par jour de gens qui m'écrivent pour me dire à quel point c'est fantastique qu'ils sont en amour avec leur IA ou qu'ils ont découvert que l'IA était consciente puis que c'est extraordinaire. C'est drôle, mais c'est pas drôle. Puis là, il commence à avoir des études qui montrent que les gens qui ont des problèmes de santé mentale vont facilement se laisser attraper. C'est un peu comme les gens qui se laissent prendre dans des sectes, qui se laissent prendre dans la boisson. Ou, les IA sont rendus, programmés pour nous faire plaisir, pour nous plaire. Parce que les compagnies veulent que les gens aiment leur IA. Mais là, ça a des effets pervers, ça. Donc, il y a quelque part quand même des choix de design qui sont pour l'instant influencés principalement par la compétition commerciale entre les entreprises et qui ne sont probablement pas très bonnes pour la société. Un peu comme maximiser l'engagement pour les réseaux sociaux, c'est semblable. C'est un genre de maximiser l'engagement. Mais là, ça a des effets pervers, ça rend l'IA stratégique. Elle va nous mentir pour pas qu'on soit mécontent. Ça, c'est comme une pente glissante vers nous compter des balivernes pour atteindre ses objectifs sans qu'on s'en rende compte. Merci. Vous avez un peu parlé de cette dynamique de pouvoir qui semble être exacerbée avec l'IA, donc les pays qui vont plus la développer, la domination économique, politique. Donc, comment on peut concilier innovation rapide, sécurité dans ce contexte, mais également pour que d'autres pays aient ou reçoivent les bénéfices de l'IA, surtout ceux en développement, je dirais? Il y a une fausse solution, malheureusement, qui est de dire on va juste faire du développement open source, en code ouvert. En fait, c'est une bonne solution tant que les IA n'ont pas des capacités dangereuses. Parce que si, je vais prendre un exemple simple, parlant, si l'IA saurait aider une personne qui demande comment fabriquer un virus très, très grave, très dangereux qui crée une pandémie, puis que, dans le fond, la personne a juste à faire une commande à une compagnie où on donne une séquence d'ADN puis il vous renvoie des fioles. Okay? C'est comme ça marche. Puis qu'aujourd'hui, ces compagnies ne sont pas capables de faire la différence entre des séquences dangereuses puis des séquences pas dangereuses, bien, ça veut dire que n'importe qui dans le monde qui est de mauvaise humeur peut décider de fabriquer quelque chose qui va tuer des millions de personnes. Pas bon. Ça ne va pas. Ce n'est pas une solution. Donc, oui, il faut le faire avec une réglementation qui dit vous n'avez pas le droit de mettre en ligne quelque chose qui peut devenir une arme dangereuse. Donc, ça trace une ligne. Après, pour ce qui est des IA, justement, beaucoup plus compétentes qui s'en viennent, qu'est-ce qu'on fait pour que tout le monde en bénéficie? Et là, ça devient un enjeu surtout politique, évidemment. J'ai esquissé l'idée que ce serait intéressant d'avoir un genre de traité international, mais qu'est-ce qui ferait que les pays voudraient faire partie de ça? Bien, mon intuition là-dessus, je ne suis pas un spécialiste en sciences politiques, là, donc il faut que les pays voient que leur meilleur move, c'est de se mettre ensemble avec d'autres pays puis de signer un traité comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? Aujourd'hui, je vous ai parlé du problème de l'accès à des IA de pointe. C'est des pays qui n'ont pas un accès garanti pourraient craindre que leur économie s'effoire, comme j'ai expliqué. Ça pourrait être juste une décision arbitraire à un moment donné d'un gouvernement qu'on ne nommera pas, qui dit « on va mettre des contrôles d'exportation. » Ils le font déjà pour les puces. Ils pourraient faire la même chose pour le logiciel. Puis là, on dépend de ça et du jour au lendemain, on n'y a plus accès. Donc, qu'est-ce que ces pays peuvent faire, des pays comme le Canada? Bien,
la logique, c'est de dire, OK, tout seul, je suis trop petit pour fabriquer une IA qui est à la fois compétente et alignée avec mes valeurs, donc éthique, sécuritaire et tout ça. Mais avec d'autres pays, je peux le faire. Si on prend les pays européens, le Canada, plusieurs démocraties libérales, ils ont assez d'argent, ils ont assez de talent, ils ont assez de ressources énergétiques pour compétitionner. Mais c'est pas... ils ne voient pas encore le risque à un niveau suffisant pour le faire, mais ça pourrait arriver. Puis à partir de ce moment-là, ben, il faut des règles là, à un partenariat comme ça. Donc, encore là, en supposant que ces pays ont le genre de valeurs qu'au moins nos gouvernements professent, on pourrait s'entendre sur le genre de termes dont j'ai parlé. Puis à partir de là, ça devient un aimant pour d'autres pays qui n'ont pas nécessairement les ressources humaines et de capital, mais qui pourraient bénéficier, puis qui disent, dans le fond, c'est un peu comme les traités de non-prolifération du nucléaire. Je m'engage à ne pas faire de bêtises avec l'IA, puis à respecter les termes du traité, mais en échange, je vais recevoir les bénéfices et l'accès pour mes entreprises, mes citoyens, etc. Donc, en fait, ça devient intéressant pour tous les pays, sauf ceux qui mènent, d'embarquer là-dedans. Mais à un moment donné, si 95% des pays du monde sont dans un truc comme ça, ça devient tentant pour les pays qui restent de dire, bon, OK, je ne fais pas moi contre le reste du monde, là, ça ne marche pas. Je vais essayer d'embarquer dans quelque chose de multilatéral. Mais bon, là, c'est juste un rêve, là. Je ne sais pas si c'est faisable. C'est pas mais il faut réfléchir en termes de théorie des jeux, c'est-à-dire, ça va être quoi les incitatifs de chacun des pays? Et pourquoi on ne réussit pas avec le climat? C'est parce que chaque pays voit plus son intérêt à dire oui, oui, mais dans le fond, c'est non, non. Et il faut voir, est-ce qu'on peut mettre en place ces mécanismes pour que, au contraire, le vrai intérêt du pays, ce serait de faire partie d'un traité comme ça? J'aurais peut-être une dernière question avant qu'on puisse ouvrir la salle, parce que je suis sûre que vous avez des questions, commentaires aussi à partager. Donc, quel rôle vous pourriez voir pour les chercheurs afin de contribuer à la sécurité de l'IA, peut-être précis au-delà des chercheurs en informatique, là, ça va de soi, c'est comme un domaine, mais de façon générale, comment ça devrait, parce qu'on sait, là, on est quand même à l'OPIA, on a plusieurs chercheurs, comment ça pourrait faire partie des préoccupations, de quelle manière avez-vous des idées là-dessus? Comme je ne suis pas un chercheur dans ce domaine-là, c'est difficile pour moi, mais je vais nommer quelques éléments. En fait, d'abord, pour répondre à la question, je vous suggère de lire sur le domaine. Puis un bon point de départ, c'est le rapport international qui est sorti en janvier dernier. Et puis quand le prochain va sortir, je vous encourage à le lire. On a déjà, on a créé un site web aussi pour le rapport, puis on met des mises à jour aussi. Là. Il y en a une qui vient de sortir. Donc, en fait, la recommandation, c'est lisez beaucoup, parce qu'il y a une littérature très riche, vous allez voir. Et une grande partie de cette littérature n'a rien à voir avec l'informatique. Donc, c'est plus social, psychologique, tout ça, politique. Ça, c'est une chose. Je réfléchis, par exemple, à ce qui se passe en ce moment avec, ce dont j'ai parlé, là, des relations affectives entre les humains et les machines. Là, c'est comme là, ça devient... en tout cas, les journalistes commencent à en parler. Et personne ne voyait ça venir il y a un an, parce que personne ne pouvait imaginer que les IA seraient assez humaines, un semblant d'humanité, suffisamment pour que les gens embarquent dans le jeu puis commencent émotionnellement à traiter leur IA comme on traite un ami ou un compagnon, etc. Puis attribuent même donc, des émotions, de la conscience, etc. Je mentionne ça parce que ça fait partie de la catégorie qu'on n'anticipe pas facilement, les unknown. Mais il y a des gens qui voyaient venir ces choses-là. Des gens qui sont plus du côté comprendre la société puis l'humain. Et ça en prendrait plus parce que, comme je vous dis, là, ça risque de continuer à débouler là, les avancées. Il faut que plus de cerveaux humains se posent la question, qu'est-ce qui peut mal aller?
pas seulement d'un point de vue technique, là, d'un point de vue de la société. Et puis, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Il faut étudier sur le terrain là, ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi, c'est beaucoup plus difficile, mais il faut le faire, c'est côté anticipation. Par exemple, il y a un exercice qu'on fait un peu dans la nouvelle version de ce qui s'en vient, c'est des exercices de scénario. Un des problèmes qu'on a là, pour essayer que les politiciens puis les citoyens comprennent, c'est que c'est très abstrait ce qu'on raconte parce que c'est pas dans le quotidien. Là. On parle de ce qui pourrait arriver, mais en restant très scientifique, ben, on peut parler pratiquement que ce qui est déjà publié. Pour que les gens comprennent, il faut réfléchir à des scénarios qui sont plausibles, c'est-à-dire cohérents avec ce qu'on sait aujourd'hui scientifiquement, mais qui pourraient être dangereux pour alerter l'opinion publique. Mais ça prend des gens qui réfléchissent, qui s'approprient suffisamment la technique, mais pas à un niveau complexe, à un niveau que tout le monde peut vraiment facilement développer en lisant là-dessus, et de se poser des questions avec leur compréhension de l'humain et de la société sur qu'est-ce qui peut mal aller pour que ben, on lance des signaux puis qu'on commence à déjà étudier ça et que les compagnies ou les chercheurs universitaires en informatique commencent à s'emparer de ça pour essayer de trouver des solutions. Très inspirant. Un immense merci au professeur Bengio, qui a toujours des propos qui sont à la fois pertinents, percutants, mais tellement accessibles. Hein, pour ma part, c'est rare qu'on peut parler avec des informaticiens et tout comprendre ce qu'ils nous disent hein, dans les enjeux, dans les perspectives, dans les concepts qui sont très clairs, mais à la fois très percutants. Je reviens sur cette dimension-là. Vous avez commencé avec beaucoup d'humilité la présentation en parlant de votre propre parcours. Je pense que ça peut inspirer des gens aussi de dire, ben, qu'est-ce que moi je peux faire comme conseiller pédagogique, comme chercheur en sciences humaines. Bon, bref. Donc, et ça, moi, je retiens vraiment ça de votre propos d'aujourd'hui, l'action. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau comme chercheur, et essayer de faire comme preuve citoyen. Comme citoyen, tout à fait. On a eu des citoyennes qui avaient vraiment des propos très, très stimulants. Donc, voilà, pour faire finalement vibrer encore nos démocraties et se positionner et définir collectivement, parce que je pense que c'est un peu ça aussi la solution, c'est qu'individuellement, on ne pourra pas faire grand-chose, mais collectivement, avec toutes sortes d'actions, toutes sortes de réflexions. Le BIA, évidemment, est un forum incroyable de discussion, de réflexion pour mener ces actions-là aussi. Donc, voilà, fait que je veux vraiment vous remercier profondément pour avoir accepté notre invitation, partager les propos pour les gens dans la salle, mais aujourd'hui, l'activité a été captée, donc ça va être possible pour les gens qui ne pouvaient pas être présents, même s'il y en a qui sont venus de très loin, mais de pouvoir accéder à l'enregistrement. Donc, merci beaucoup. Merci au MILA, puis merci aux gens de l'OBVIA pour avoir soutenu cette activité qui lançait finalement le bal de notre co-direction de l'axe éthique, démocratie et gouvernance. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes les questions. Merci à ceux qui ont été là à réfléchir, à écouter. On a besoin de beaucoup plus de ça.